Le premier Destination Finale ayant rapporté plus de 112 millions de dollars au niveau international, le tout fraîchement nommé président de la production de New Line Cinema, un certain Toby Emmerich, se dit que ce serait pas une mauvaise idée de capitaliser sur ce succès. Il propose donc au type à l'origine de la saga, à savoir le scénariste Jeffrey Reddick, de rempiler pour une séquelle, ce que ce dernier accepte sans hésiter, déclarant vouloir développer la mythologie et ne pas simplement raconter la même histoire. Ou alors c'était juste pour le pognon. Bonjour à tous et bienvenue dans la Maison Close. Aujourd'hui, faites gaffe au tronc d'arbre, au dentiste et au barbecue, car nous allons parler d'un sacré bon film. La mort n'en a pas fini avec vous. À l'origine conçu par le trio Jeffrey Reddick, James Wong et Glenn Morgan, sur la base d'un scénario écrit par le premier pour la série The X-Files, Destination Finale nous narrait les mésaventures d'un groupe de jeunes qui trompaient la mort en quittant précipitamment un avion à cause d'une prémonition. S'ensuivait une série de mises à mort plus ou moins inspirées, au cours desquelles la grande faucheuse venait réclamer son dû. Le tout se clôturait sur une fin ouverte, laissant supposer que les survivants n'en avaient pas fini avec la mort et que potentiellement ils y seraient confrontés pour le restant de leur jour. Les scénaristes avaient donc une voie royale pour reprendre leurs personnages là où ils les avaient laissés. Mais problème, James Wong, le réalisateur du premier opus, et Glenn Morgan, qui en était scénariste, ne sont pas disponibles pour travailler sur cette séquelle car ils sont déjà engagés sur leurs propres projets respectifs, à savoir le film d'action / science-fiction The One pour James Wong, avec un Jet Li qui s'éclate dans le multivers face à un Jason Statham pas encore chauve, et le remake de Willard pour Glenn Morgan, dont il s'agit du premier passage derrière la caméra. Autant dire qu'il se met la pression, bien comme il faut, et qu'il préfère vraiment se concentrer à 100% sur son histoire de maître des rats plutôt que se disperser. D'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à regarder Willard parce que c'est vraiment pas mal, et n'hésitez pas non plus à regarder le remake de Black Christmas que Glenn Morgan réalisera après Willard parce qu'il est vraiment très bien aussi. Mais pour l'heure, Reddick et Emmerich sont bien emmerdés parce que leur équipe créative a foutu le camp. Aussi, New Line Cinema se met en quête de trouver un nouveau capitaine capable de mener le navire à bon port et leur choix se porte sur David R. Ellis, alors réalisateur de seconde équipe et coordinateur des cascades sur des films tels que Waterworld, Sphère, Peur bleue, En pleine tempête et Harry Potter à l'école des sorciers. Et les visiteurs en Amérique. Parce qu'il avait dû perdre un pari, probablement, je sais pas. Dans la foulée, les scénaristes Eric Bress et Jim Mackay Gruber se rajoutent à la petite bande et en avant Guingamp. À ce stade de sa carrière, Eric Bress est encore un illustre inconnu puisqu'il n'a que rédigé le scénario de Blunt, une comédie justement réalisée par son pote Jim Mackay Gruber. Il explosera juste après Destination Finale 2 en écrivant et réalisant ce qui reste pour moi son chef-d'œuvre et un chef-d'œuvre du cinéma tout court, L'effet papillon avec Ashton Kutcher. Si vous n'avez jamais vu L'effet papillon, clairement, n'attendez plus parce que c'est vraiment un des tout meilleurs films qui a été fait sur le thème du voyage dans le temps. C'est vraiment une œuvre sérieuse, dramatique, qui ne laisse pas indifférent. Et à titre personnel, c'est vraiment un film qui fait partie de mon top 5 de mes films préférés de tous les temps. Mais j'en parlerai un petit peu plus longuement dans une émission spéciale consacrée au voyage dans le temps. Dès le départ, Bress et ses comparses d'écriture conviennent d'une orientation qui va guider tout le processus créatif, à savoir rendre la mort encore plus imposante. Lorsque l'on a commencé à écrire, nous nous demandions sans cesse comment rendre la mort totalement badass. Malheureusement, notre première version du script était si extrême qu'on a dû la tempérer. C'est bien dommage parce que moi j'aurais bien voulu voir ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous diriez si on l'imaginait ?
Oh ben putain, ça aurait été naze, je m'excuse pour ça. Oublions ça très vite et revenons-en à Destination Finale 2. Où est-ce qu'on en était? Ah oui, Bress et ses comparses ont écrit une première version du scénario. C'est alors que survient un second problème en la personne d'Alex Browning, ou plutôt de son acteur Devon Sawa, car celui qui portait le premier film sur ses épaules refuse de rempiler. Des rumeurs évoquent un désaccord contractuel entre l'acteur et New Line Cinema, concernant le salaire évidemment, mais un autre coproducteur, Craig Perry de Zide Perry Productions, précise que ce refus a tout à voir avec la narration et rien à voir avec l'argent ou avec l'envie de Devon de revenir. En gros, Devon Sawa estime soit que le script est trop mauvais, soit que son personnage n'est pas correctement traité. Quoi qu'il en soit, les scénaristes doivent revoir leur copie et éjecter le personnage d'Alex Browning de l'équation, ce qu'ils font en le tuant hors champ. Une méthode comme une autre. En revanche, l'autre rescapé du premier opus, à savoir Ali Larter, accepte de reprendre son rôle de Clear Rivers et se montre même très enthousiaste puisque de son propre aveu, quand New Line lui a demandé de revenir, elle a trouvé ça génial et se satisfait d'avoir pu apporter sa touche à son personnage en y apportant quelques ajustements. Le film part en tournage, principalement dans et autour de l'île de Vancouver en Colombie-Britannique, et les prises de vue se déroulent sans incident majeur, si bien que le 31 janvier 2003, la mort est prête à déferler une seconde fois sur les écrans du monde entier. Et donc cette séquelle, elle vaut quoi? Tout commence un an après l'explosion du vol 180, de la même façon que dans le premier volet, c'est-à-dire dans une chambre d'étudiants coincée en période d'Halloween, tandis que la télévision, comme toujours, fait régner la joie et la bonne humeur sur le monde. On peut dire qu'il a déjoué le plan de la mort. Et le fait que tous les autres survivants du crash soient morts? Ce n'est pas tellement le fait qu'ils soient morts, mais la manière dont ils sont morts. Toutes ces bonnes nouvelles finissent par réveiller Kimberly, dont la joie de vivre est palpable, mais on la comprend parce que vivre dans une maison hantée, ça ne doit pas être facile tous les jours. Exactement ça. Heureusement, le nom du réalisateur vient couper court à tout ce bonheur ambiant, puis nous retrouvons Kimberly et sa meilleure amie Shaina sur le départ pour un week-end de folie, pendant que le papa de Kimberly se demande si elle a embarqué suffisamment de serviettes hygiéniques. Pardon, je suis beauf et j'assume. Hein. Kimberly et ses trois amis sont en partance pour Daytona Beach à l'occasion de cette fête tout à fait américaine qu'est le Spring Break, ce qui va nous permettre de faire connaissance avec les gens remplis de qualité que nous allons côtoyer pendant 1 heure et demie. Et Dano, on peut aider ta maman? Tu sais que t'es marrant, toi. Je suis écroulé. T'auras pas un seul pétard, voilà. Oh, vous avez vu ces nichons? Ouh, je les aime déjà ceux-là. Heureusement pour nous, un futur psychopathe ainsi que la radio se charge de nous rappeler avec subtilité que cette bande de crétins va en baver bien comme il faut. Car il se trouve qu'un camion transportant des rondins de bois n'a pas bien fixé ses sangles, provoquant ainsi l'une des séquences les plus mythiques de la saga, voire du cinéma d'horreur en général. Une séquence qui continue encore de nos jours à servir de base pour une quantité de mèmes et que je vais essayer de vous faire vivre dans son intégralité. Heureusement, tout ceci n'était qu'un rêve et Kimberly, prise de panique, bloque la montée d'autoroute avec sa voiture, empêchant 7 des victimes initialement destinées à mourir de connaître ce funeste destin. Une brochette de gens évidemment reconnaissants envers leur sauveuse, comme toute personne coincée dans des embouteillages. L'agent Burke débarque sur place et demande à Kimberly de sortir du véhicule. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais alors que les personnes bloquées commencent à insulter la maman de Kimberly, l'accident finit par se produire sous leurs yeux ébahis, tandis que les 3 couillons que nous avions pris pour nos protagonistes ne parviennent pas à s'extraire à temps du SUV.
De retour au poste de police, alors que l'agent Burke parle aux survivants, Kimberly évoque l'affaire du vol 180 qu'un certain Eugène prend la peine d'expliquer au groupe, ce qu'il fait d'ailleurs avec une certaine classe. Et de quoi est-ce que vous parlez? Oh, mais si. Vous avez bien dû entendre parler du gosse qui avait rêvé que son avion allait exploser en vol et qui a fait descendre tous ses copains. Et l'avion a explosé comme il l'avait vu en rêve. Il échoue toutefois à convaincre les autres survivants qui quittent les lieux sans attendre. Pff, bande d'ingrats. Ils vont néanmoins vite changer d'avis, puisque plus tard dans la même journée, Evan Lewis, qui avait gagné la veille à la loterie et revenait chez lui les bras chargés de cadeaux, meurt empalé par une échelle de secours après avoir tenté de s'échapper d'un incendie dans son appartement, tandis qu'il démontrait à toutes les femmes que, mais oui mesdames, les hommes sont capables d'être raffinés une fois au fourneau. Et donc, Putain de merde. Ah, je plaisante, hein, évidemment, je plaisante. Mais je dois malgré tout souligner la maestria avec laquelle cette séquence a été pensée, puisqu'elle repose sur un détail qui nous est montré dès le départ et auquel on ne va pas forcément prêter attention, mais qui va faire que la séquence va du coup se terminer de façon aussi abrupte qu'inattendue, et franchement, c'est du bel ouvrage. pendant ce temps-là, l'agent Burke se fait un petit kiff en surfant sur rotten.com. Et si tu as compris cette vanne, je suis désolé de t'annoncer que tu es vieux. Mais il finit par remonter la piste d'Alex Browning et découvre que Clear Rivers est toujours vivante, tandis que la télévision joue une fois encore les casseuses d'ambiance en annonçant la mort d'Evan Lewis. Putain de rabat-joie. Kimberly se fait alors un petit trip façon poltergeist, ce qui la met dans tous ses états. Non, en réalité, elle découvre à son tour que Clear Rivers est toujours en vie et décide d'aller lui rendre une petite visite, histoire d'augmenter encore un peu son capital bonheur. Mais il se trouve que Clear vit également dans le fun depuis ses mésaventures du premier film et qu'elle préfère se complaire dans sa petite dépression. Blablabla, mes amis sont morts, blablabla, est-ce que tu veux m'aider? Blablabla, ça ne sert à rien parce que de toute façon vous allez tous crever. Mais malgré tout, Claire s'est restée positive et motivante. Félicitations, vous serez donc la dernière. Finalement, Claire refuse d'aider Kimberly qui prend la chose avec une certaine sérénité. Une vision plus tard, Kimberly réalise que Tim et Nora Carpenter sont les prochains sur la liste. Et pas de chance pour Tim, tout ça se passe justement le jour de sa visite chez le dentiste, et là, si vous êtes normalement constitué, vous commencez à serrer les dents, les fesses et tout ce que vous pouvez. Allez, j'arrête là la torture, hein. Mais si cette scène vous a fait grimacer, je vous conseille le très sympathique film Le Dentiste, vous m'en direz des nouvelles. Mais revenons-en à notre pauvre Tim. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit à propos de tes dents? Tu veux un appareil? Je me rappelle pas. Le Tim tout aplati décide finalement Claire à aider Kimberly, aussi elle l'emmène voir William Bloodworth, le croque-mort qui s'est visiblement reconverti dans le business de la nécrophilie depuis le premier film. Le mort est encore frais. L'homme leur donne quand même quelques conseils sur l'arrachage de tétons, parce que pourquoi pas, puis devant l'insistance de Kimberly, finit par leur révéler que seule une nouvelle vie peut vaincre la mort, les envoyant ainsi sur la piste d'Isabella Hudson, la seule survivante du carambolage avec un polichinelle dans le tiroir. Problème, ils ne l'ont pas revue depuis l'accident et décident donc d'organiser une réunion avec les autres survivants pour faire le point. Évidemment, la mère endeuillée de Tim n'est pas au mieux de sa forme et elle quitte la réunion avant que celle-ci ne soit terminée. Eugène Laclasse lui emboîte le pas un peu plus tard, affirmant qu'il ne croit pas à toutes ces conneries, Et je crois que vous racontez des conneries. malgré un léger incident qui aurait peut-être dû lui mettre la puce à l'oreille. Ouais, il est dur en affaires, Eugène, hein, il est comme ça. Perso, tu me dis que je vais mourir et ça manque d'arriver 2 secondes après, tu peux être sûr que je vais te prêter une oreille attentive, hein. Mais bon, chacun ses priorités. Après ce double départ, Rory aperçoit une ombre ressemblant à un homme avec des crochets, et alors que Nora se trouve dans un ascenseur avec le type le plus creepy du film, ses cheveux se coincent dans les crochets qu'il porte. La suite montrera à Eugène qu'il a peut-être eu tort de douter.
ceci pousse donc Eugène et Kat à croire aux histoires de Claire, et la petite troupe se met en route pour l'hôpital où travaille Isabella Hudson, pendant que le chef Tyrol de Battlestar Galactica retient ladite Isabella pour vol de voiture. Ouais, une sombre histoire, mais dont on n'a pas le temps de parler. Et donc, en route pour l'hôpital où Isabella, pas de bol, a commencé le travail d'accouchement. Et pendant que tous les survivants racontent avoir déjà échappé à la mort, Claire réalise alors que la mort essaye de boucler la boucle, car tous auraient dû mourir par un étrange jeu de dominos si les survivants du vol 180 n'avaient pas modifié leur destin. Une jolie façon de lier ces nouvelles histoires aux anciennes, et je dis vraiment ça sans ironie. Soudain, un pneu éclate et envoie la voiture de Kat hors de la route. Eugène est grièvement blessé avec un poumon perforé et transporté à l'hôpital, et c'est alors qu'un enchaînement de fausses pistes font croire aux spectateurs que Kat va mourir, puis s'en sortir, jusqu'à ce que la jeune femme bénéficie de la mort la plus imprévue d'une saga qui n'en manque pourtant pas. Oh, c'est ballot! La grande faucheuse, décidément très en forme, n'en reste pas là, puisque la cigarette de Kat tombe et roule jusqu'à enflammer l'essence répandue sur le sol, ce qui provoque l'explosion du véhicule. La dite explosion projette un fil barbelé sur Rory, qui réapprend dès lors la division par 3. Mais rien à foutre de Rory, car Thomas, Kimberly et Claire se précipitent à l'hôpital où le bébé d'Isabella est en train de naître, ce qui devrait logiquement mettre fin au plan de la mort. Et pendant quelques instants on y croit, mais pas de bol, la mort est une petite coquine qui aime jouer avec ses proies. C'est comme un chat. En fait, la mort est un chat. What the fuck, is that a fucking cat? Car Kimberly a une nouvelle vision, et elle réalise qu'Isabella n'était pas censée mourir dans le carambolage. Ce faisant, Claire s'inquiète pour Eugène, mais l'inquiétude est mauvaise conseillère puisqu'en ouvrant la porte de sa chambre, elle débranche une prise, provoquant une étincelle et une explosion qui les transforme tous les deux en merguez. C'est la merguez, merguez party. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini, et donc, en se basant sur une vision précédente, Kimberly croit comprendre quelle est la nouvelle vie évoquée par William Bloodworth. Elle se met donc en route vers le lac dans l'espoir de volontairement se noyer pour tromper la mort. Réanimée non pas par le docteur West mais par le docteur Kalarjian, elle échappe ainsi au plan de la mort, ce qui nous est montré par une transition dégueulasse. Un peu plus tard, ils sont invités chez les Gibbons pour dîner et y partagent leur soulagement ainsi que leur joie de vivre. Alors, comment ça va, Kimberly? Ça va. Oui. L'été a été amusant. Ouais bon, je te rappelle que 10 personnes sont mortes, dont tes meilleurs amis. Dis ça, je dis rien, C'est alors que la mort décide de laisser le spectateur quitter la salle de cinéma sur une bonne note en faisant exploser le barbecue et Brian par la même occasion. Parce que dans l'univers de Destination Finale, même un burger grillé peut devenir votre pire ennemi. Et c'est la fin de Destination Finale, deuxième du nom. Et voilà, comme vous l'avez sans doute compris, j'aime beaucoup ce film que je ne suis pas loin de préférer au premier volet. Du moins, c'est ce que je croyais avant de les revoir tous les deux l'un à la suite de l'autre pour cette série de vidéos, car il me semble maintenant évident que cette séquelle est un brin inférieur à son aîné. Destination Finale 2 a reçu des critiques mitigées à sa sortie, fustigeant une histoire qui n'est guère plus qu'un prétexte pour mettre en scène des morts élaborées et sanglantes, et où le jeu d'acteur est parfois approximatif. Certains critiques ont cependant salué l'approche comique du film qui est plus drôle que l'original et étonnamment divertissant. En fait, mon avis général sur ce film est très simple, je le trouve très sympathique, très bien rythmé, très fun à regarder grâce à sa réalisation, à ses interprètes, mais il n'y a rien à faire, il n'a pas ce goût de nouveauté qu'avait le premier opus, et ça malheureusement il ne peut rien y faire, car les critiques quelque part n'ont pas tort, le scénario n'est jamais qu'un prétexte à enchaîner les morts fun et rigolotes, ce qui est tout à fait bien, c'est tout à son honneur et personnellement ça me convient, mais à la revoyure, comme ça en le voyant des années plus tard, en étant adulte, j'ai maintenant presque 40 ans, voilà, mes attentes ne sont plus les mêmes, et donc ça n'est plus suffisant, ce qui fait que je trouve ce numéro 2 un brin inférieur à son aîné, parce qu'il n'apporte pas grand chose au schmilblick, en réalité, il ne développe pas spécialement la mythologie, il se contente de reprendre le concept et de le développer en mode un peu bigger and louder, comme la plupart des suites peuvent le faire, ou en tout cas le faisaient à l'époque. Malheureusement, Destination Finale 2 ne collectera que 90 millions de dollars à l'international, ce qui en fait un film moins rentable que son aîné, mais surtout une petite déception pour ses investisseurs.
Et même si je peux émettre quelques réserves sur le film, je dois dire que je ne comprends pas cette contre-performance, hormis la déception des fans de ne pas retrouver Devon Sawa au casting, car pour le reste, Destination Finale 2 fait mieux que se défendre face au film de James Wong, comme en témoignent ses 4 nominations à des prix, dont le Saturn Award du meilleur film d'horreur. Bon, après, il a pas gagné, hein. En même temps, il a perdu face à 28 jours plus tard, et la même année, au Teen Choice Awards, il s'est incliné face au cercle de Gore Verbinski. Bon, là je m'insurge, parce que je préfère le film de David R. Ellis, mais c'est surtout parce que je suis un grand fan du film original japonais Ringu. Et que donc mon avis est un petit peu biaisé sur ce film. Tu t'es fait biaiser? Pour en revenir à Destination Finale 2, il convient cependant de noter que la scène de l'autoroute a été saluée comme un monument de voitures écrasées, d'objets volants et de métal calciné par Film Threat, et que The Guardian l'a même décrite comme l'une des séquences les plus terrifiantes jamais vues. D'ailleurs, je l'évoquais tout à l'heure, mais 20 ans plus tard, on voit encore fleurir sur Internet des mèmes basés sur cette séquence, ce qui prouve vraiment sa force et son impact sur la pop culture. On ne peut cependant pas en dire autant des autres mises à mort qui se montrent certes amusantes et inventives, mais ne sont pas passées à la postérité malgré leur qualité et la mise en scène dynamique de David R. Ellis. Et ce sera d'ailleurs une constante dans la saga Destination Finale, jamais une mort n'atteindra le niveau d'impact de la scène d'ouverture de son film. À une exception près, mais on en parlera en temps utile. Du côté du casting, on note la présence d'E.J. Cook, dont on avait déjà pu admirer la performance dans Wishmaster 3. Lien pour le numéro 1 en description, et ne t'inquiète pas le 3, on te fera ta fête un jour ou l'autre. Oh oui. Mais surtout, et cette fois je le dis sans ironie, on avait pu constater l'étendue de son talent devant la caméra de Sofia Coppola grâce au célèbre Virgin Suicide où Andrea Joy Cook incarnait l'une des sœurs Lisbonne. Dans Destination Finale 2, elle donne la réplique à quelques têtes plus ou moins connues du petit écran en les personnes de James Kirk, Michael Landes, Keegan Connor Tracy ou Terence Carson. Carson incarne donc Eugène Dys, qui est de loin mon personnage préféré du film en raison de sa classe et de son caractère. Carson a décrit son rôle comme étant celui d'un personnage très rigide qui finit par changer d'attitude au fur et à mesure que les cadavres s'accumulent. Ouais, c'est pas faux. De son côté, le grand Tony Todd revient dans le rôle du croque-mort William Bloodworth, qui est le même personnage que les spectateurs ont adoré dans le premier film, comme l'avoue sans problème le réalisateur. Petite anecdote, une théorie veut que William Bloodworth soit une incarnation physique de la mort qui soit là pour expliquer les règles aux autres personnages. Et bien entendu, on retrouve Ali Larter, dont on a déjà parlé. Une Ali Larter visiblement satisfaite d'incarner une femme meurtrie qui s'est endurcie et repliée sur elle-même à cause de toute la douleur qu'elle a subie. Malgré une projection dans un parterre de 2800 salles aux États-Unis et au Canada, Destination Finale 2 ne récoltera malheureusement que 16 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, avant d'atteindre un total de 90 millions au niveau international, comme je le disais en début de chronique. Une légère contre-performance qui n'hypothèquera heureusement pas l'avenir de la franchise, puisqu'un troisième opus, fort judicieusement intitulé Destination Finale 3, sera mis en chantier avec cette fois le retour de l'équipe gagnante du premier volet. Mais ceci, les amis, est une autre histoire. Et voilà les amis, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a fait marrer, que vous avez appris des choses. Comme d'hab, si ça vous a plu, un petit commentaire, un petit pouce bleu, vous savez, tout ça, ça fait plaisir. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me regarder, à me soutenir, à me laisser des petits commentaires gentils. Je suis tout à fait heureux de voir que mon travail vous plaît, que mon humour de merde ne vous fait pas fuir. Merci vraiment de rester jusqu'au bout. Vraiment, j'espère que je vous ai donné envie de voir ce film, Destination Finale 2 et tous les autres dont je vous parle. C'est quand même le but de la manœuvre. Je peux vous annoncer que la prochaine vidéo sera consacrée à Détour Mortel 2. Je suis en pleine rédaction du scénario. Je peux aussi vous dire que la prochaine vidéo sur les phone footage est en cours de réalisation. Je suis en train de voir les films. Ce sera vraiment consacré à la saga VHS. Et je prépare aussi en parallèle une vidéo spéciale consacrée au film de voyage dans le temps. Donc je l'ai évoqué au cours de la vidéo, mais je vous le confirme. Il y aura une vidéo en mode comme les phone footage, mais consacrée aux meilleurs films de voyage dans le temps. Donc voilà, il faut me laisser un peu le temps de préparer tout ça. En attendant, merci beaucoup. Regardez les autres vidéos, regardez des films, portez-vous bien. Et attention, ça va couper!